السلام عليكم. معكم مصطفى القادري. هذه لاشين ديالي اللي كندير فيها دروس ديال مختلف المستويات الدراسيه، وكنرجو منكم انكم تدعموني وديروا لي جيم او بارطاجي لهاد القناه هذه اذا يصلكم ديما الجديد. On va continuer le cours de mécanisme d'absorption de l'eau et ses minéraux chez les plantes, la partie numéro 3. Et on va passer maintenant à les structures responsables d'absorption. Donc les plantes sont constituées par de nombreux composants, par exemple les tiges, les feuilles, les racines, mais pour l'absorption, il y a des organes spécifiques qui sont responsables à l'absorption. Et on va commencer par l'expérience de Rosen pour déterminer le lieu d'absorption de l'eau par une jaune racine. On fait germer sur du coton des graines de radis ou le mortard. On obtient des plantes avec les premières feuilles en une dizaine de jours. Avec ces plantules, on réalise les expériences suivantes. On dispose 3 jeunes plantes sur un milieu contenant une couche d'eau surmontée d'une couche d'huile, de manière représentée dans le schéma suivant. Comme vous voyez ici dans ce schéma-là, donc on a 3 échantillons, 3 plantes. La première, l'extrémité, c'est-à-dire l'extrémité de la racine et de la zone plongeant dans les deux dans l'eau, et pour deuxième, la seule extrémité de racine plonge dans l'eau, et la troisième, la zone pilifère dans l'eau. Donc avant traiter le résultat, etc. Mais on va donner quelques informations. Donc pour les racines sont constituées par 3 zones. La première zone, c'est une zone sibéreuse qui contient des racines secondaires qui peut donc, une racine primaire peut être séparée il y a une sorte d'autres racines qui s'appelle racine secondaire. Et il y a le deuxième, il est constitué par 4 zones, pardon. Il y a 4 zones. Donc la première zone, on a dit, c'est une zone subéreuse qui contient des racines secondaires. La deuxième zone, c'est une zone pilifère qui contient des poils absorbants. Donc souligné sur les poils absorbants, on va traiter ce élément-là. Donc, et la troisième zone s'appelle les zones d'élongation. Et la quatrième zone, c'est zone apicale, c'est-à-dire c'est une zone qui contient, c'est une zone qui existe à l'extrémité. L'extrémité et contient un élément très important qui s'appelle la coiffe racinaire. Donc, d'après les résultats de cette manipulation-là, le seul plantule dans la zone pilifère, voilà, le sol pilifère est plongé dans l'huile, c'est-à-dire se raccourcissant. Il n'y a pas de croissance. Donc, comme une conclusion, les plantes absorbent de l'eau et ses minéraux à travers les poils de la zone pilifère. On parle donc de poils absorbants. On a dit que la zone pilifère contient des poils absorbants. Ces éléments-là ils prennent et ils possèdent une capacité d'absorber l'eau. On va traiter ces éléments-là dans les suivis de notre cours-là. Donc, ces poils absorbants sont très importants pour l'absorption de l'eau et ses minéraux. Donc, on va traiter maintenant la structure du poil absorbant. Chez les nombreuses plantes terrestres, principalement chez les plantes herbacées, c'est-à-dire les plantes, il est différent, et les plantes vivaces, les plantes herbacées, il y a plusieurs, donc on ne peut pas entrer dans les détails. Donc les plantes herbacées, l'entrée des molécules d'eau, les molécules d'eau, on fait par les poils très fins. Les poils
absorbants. Ceux-ci sont localisés dans la zone subterminale de jeunes racines, appelée la zone pilifère. Donc cette zone-là, on a traité donc les différentes zones. La zone, on a dans ce partie-là, on a traité cette zone, c'est la zone pilifère. Donc parce que qui nous intéresse. Donc on a fait sont des poils absorbants. Ce sont délocalisés dans la zone subterminale des jeunes racines appelées zone pilifère. Donc la figure suivante présente un ensemble d'observations permettant de déterminer la structure du poil absorbant. Donc on a la première figure là, et les représente les racines de plantules de radis. On a voilà la zone pilifère, donc qui contient des fins, des poils fins, voilà, des poils, donc ça s'appelle les poils absorbants. Et la deuxième, les poils absorbants observés au microscope, diamètre de 12 à 15 micromètres. Voilà les poils absorbants. Et la troisième figure, c'est la structure de poils absorbants. Donc on a la poil absorbant qui est constitué par des vacuoles, cytoplasme, des noyaux, c'est-à-dire on a des cellules. Donc voilà, on va traiter à la suite. Donc il y a des échanges, hein. Donc lorsqu'on a un vacuole, etc., on a des échanges de l'eau. Donc comme on a traité précédemment. Et on va maintenant, donc, chez de nombreuses plantes terrestres, les racines présentes au voisinage de leur extrémité de nombreux poils absorbants formant la zone pilifère. Le poil absorbant est une cellule adaptée. Voilà, le poil absorbant est une cellule adaptée de l'absorption de l'eau et du sel minéraux. Le poil absorbant est doté d'un plongement très important qui assure une grande surface de contact avec la solution de sol. C'est à travers cette surface de contact que s'effectue le phénomène d'absorption de l'eau et des sels minéraux. Maintenant, on va aller vers des données expérimentales. On va faire un coup transversal effectué au niveau de région pilifère. Donc on va prendre la région de la zone pilifère d'un racine. On va faire un coup transversal effectué au niveau de la région pilifère d'une jeune racine, montre l'existence de deux zones concentriques notamment distinctes au cortex et cylindre central, où l'endoderme où se trouve les vaisseaux conducteurs de la sève brute. Donc la sève brute, c'est l'eau et les sels minéraux. Donc le figure suivante représente un coup transversal d'un racine montrant les valeurs de pression osmotique en atmosphère. Donc les différentes cellules d'une racine de sève situées entre les poils absorbants et le cylindre central. Donc, comme vous voyez dans ce schéma-là, donc on voit les poils absorbants, c'est le milieu extérieur. Le milieu extérieur, donc on a et voici donc les poils absorbants existent à le milieu intérieur, mais là c'est pilifère et la parenchyme corticale et l'endoderme c'est le racine centrale. Donc qui contient racine centrale jusqu'à la cylindre conducteur. C'est le milieu du cylindre central. Donc comme exploitation de résultats, un poil d'absorbant étant une cellule géante dont la vacuole représente le milieu intracellulaire, alors que le milieu extracellulaire étant la solution de sol, c'est-à-dire l'eau.
et les sels minéraux. La pression osmotique dans les cellules de la racine est plus élevée en passant de la périphérie vers le centre. Donc, donc on a au début que les cellules les poils absorbants contiennent des vacuoles. Donc lorsqu'on a dit des vacuoles, on a dit les échanges de l'eau. Ces échanges de l'eau, il présente l'osmose, la pression osmotique et la plasmolyse et torsion, hein, en alternance. Donc on a la pression osmotique dans les cellules de racine est plus en plus élevée en passant de la périphérie vers le centre. Puis il y a une inversion de gradient de pression osmotique au niveau de l'endoderme. L'eau absorbée à travers la horizontalement, donc les racines du poil absorbant vers le cylindre central, voilà, donc comme vous voyez, donc vers le milieu extérieur, vers le cylindre conducteur. Donc il peut aller à les feuilles, etc. Donc de l'eau qui peut passer donc de bas vers le haut de la plante. Donc l'eau absorbe à travers horizontalement la racine du poil absorbant vers le cylindre de conducteur en passant de cellule en cellule par des mécanismes de l'osmose. C'est la conduction latérale du poil absorbant à l'endoderme. L'eau circule de manière passive selon les lois de l'osmose. Donc il n'y a pas de l'énergie. À partir de l'endoderme, la progression nécessite une dépense d'énergie. Donc la progression nécessite une dépense d'énergie. C'est un transport actif. Donc lorsqu'on a dit passif, il n'y a pas de l'énergie, mais actif, il nécessite d'énergie. Donc c'est le transport actif qui permet le passage des sels minéraux de solution de sol vers les tissus de la racine. Donc l'eau ne nécessite pas d'énergie, mais les sels minéraux nécessitent d'énergie. Donc voilà comme une exploitation et comme une remarque de résultat. Et maintenant, on va passer à l'ultrastructure de la paroi squelettique. Donc la paroi squelettique est l'une des particularités de la cellule végétale parce que le paroi squelettique ou bien le paroi cytoplasmique, paroi cellulaire, il s'intéresse seulement aux cellules végétales. Donc les cellules végétales, il est différencié de cet élément par rapport aux cellules animales. Donc cette paroi permet d'accueillir, c'est-à-dire assurer une certaine rigidité essentielle au maintien d'une forte pression osmotique intracellulaire, c'est-à-dire il permet de pas la cellule est subie à il n'est pas détruit la cellule végétale. Donc d'une forte pression osmotique intracellulaire. Donc on a la figure suivante que vous voyez, les deux figures illustrant la structure et la ultrastructure de la paroi cellulosique. Donc la première c'est une cellule végétale, la première figure représente la cellule végétale, deuxième figure représente la ultrastructure de paroi squelettique. Donc on a la perforation, c'est-à-dire des perforations, donc il y a des ponctuations, mais l'essentiel chez nous c'est les plasmodermes. Donc cet élément là que vous voyez ici, c'est un élément de connexion entre les cellules végétales. Donc voilà des pores, hein, des pores entre donc il y a donc l'essentiel, donc il y a des connexions entre les cellules végétales. On va aller vers la figure numéro 3, la structure moléculaire de la paroi pictocellulosique, c'est-à-dire
il est formé par pectine et la cellulose. Donc on a des microfibrilles de cellulose et des petites protéines, des polysaccharides, c'est-à-dire des polyoses, des polysaccharides, des polysucres, des polyglucides qui s'appelle hémicellulose. Et on a pectine, donc ça s'appelle la pectocellulose, c'est-à-dire pectine et cellulose. Donc la paroi squelettique est constituée essentiellement de polysaccharides, pectine et cellulose et de protéines des glycoprotéines. Donc maintenant on va passer à l'ultrastructure de membrane plasmique, c'est-à-dire il y a le paroi et au-dessus de paroi existe le membrane plasmique. Donc on voit ici dans la figure numéro 1. Vous voyez ici, le membrane cellulaire forme une raison qui permet de limiter différents compartiments dans les cellules. Leurs structures sont très proches et pouvant être comparées celles de membrane cytoplasmique. Il existe dans les cellules animales. Donc la première figure qu'on voit ici, observée au microscope avec une progression de 120 000. Voilà, donc les objectifs sont très spécifiques. Le membrane plasmique est formé de deux couches sombres séparées par une couche claire. Et donc, comme vous voyez dans la figure numéro 2, le modèle de Davson-Daniele. Donc, le modèle de Davson-Daniele qui est proposé en 1935, le membrane plasmique est constitué l'une des doubles couches de molécules de lipides et une double couche de molécules de lipides que vous voyez ici dans cette schéma, dans cette figure là. Donc il y a deux couches lipidiques, observation par un microscope électronique que vous voyez ici. Donc on a deux couches et ces couches-là, ces deux couches sont été il était couvert par une couche de protéines. Vous voyez. Donc on a la figure numéro 3, c'est un modèle de Singer et Nicholson en 1972. Le membrane plasmique constitue une structure dynamique qui s'appelle la mosaïque fluide. Donc, selon ce modèle, les phospholipides et protéines membranaires sont libres de se mouvoir au sein de la membrane. Donc, vous voyez ici, il y a des glycoprotéines, des protéines périphériques, glycolipides, phospholipides et protéines intégrées. Le membrane plasmique est composé de trois constituants principaux, sont de 80% des phospholipides. Les phospholipides sont constitués par des glycérols, des acides gras et acides phosphoriques. Donc, c'est pour les cellules animales. Et 20% de protéines, une très faible 20% de protéines et très faible portion de glucides. Donc la majorité des membranes plasmiques est constituée par des lipides. Donc les phospholipides se composent avec des acides gras insolubles dans l'eau et acides phosphoriques solubles dans l'eau. Cette structure donne une molécule de phospholipide une polarité vis-à-vis à l'eau. Donc l'eau
avec une pôle hydrophile et une pôle hydrophobe. Donc, vous voyez dans ce schéma-là, des phospholipides. Donc, il y a une pôle hydrophobe qui contient des acides gras et une pôle hydrophile, c'est-à-dire il aime d'eau. Donc, les hydrophiles, c'est-à-dire il aime donc il réagit avec l'eau. Voilà. Donc, l'acide phosphorique avec une pôle hydrophile, c'est-à-dire il aime l'eau, et une acide gras pôle hydrophobe, c'est-à-dire il n'est pas réagi avec l'eau. Donc voilà, c'est ça le phospholipide. À partir de la composition chimique et la ultrastructure, on suppose que les feuillettes sombres sont des pôles hydrophiles et les feuillettes claires ont formé des pôles hydrophobes et phospholipides. Le Singer et Nielsen en 1972 ont proposé le modèle de la mosaïque fluide. Les protéines membranaires sont insérées dans la double couche lipidique au sar périphérique selon ce modèle-là. Donc, les constituants de la membrane cytoplasmique ne sont pas figés, mais ils sont capables de se déplacer. Donc, il y a un mouvement. Il y a un mouvement au niveau de membrane plasmique. Mais ils sont capables de déplacer à l'intérieur de la membrane sous forme de mosaïque fluide. Donc, on a une figure numéro 4, voilà. Donc, on va s'intéresser aux transports. Donc, on a deux types de transport. Transport facilité, transport passif et transport actif. Donc, voilà les grades de concentration. Donc, on va passer pour le transport passif, on va passer du milieu plus concentré vers le milieu moins concentré. Donc voilà, il n'y a pas de consommation de l'énergie, mais par contre au transport actif, il y a une consommation de l'énergie, de l'ATP, mais c'est un transport de contre le gradient de concentration. Donc selon le modèle de mosaïque fluide, la membrane cytoplasmique est constituée d'un ensemble de molécules actives capables d'effectuer des échanges de matière au niveau de la cellule. Certaines protéines contiennent des canaux d'eau temporaires qui permettent le passage de l'eau et des sels solubles en fonction du degré de concentration. Si la diffusion simple, certaines protéines de transport se liant à certaines molécules et facilitant leur passage à travers la membrane cytoplasmique selon le gradient de concentration. Certaines protéines intrinsèques, c'est-à-dire à l'intérieur de membrane plasmique, agissant comme des molécules qui transportent des molécules contre le gradient de concentration, ce qui demande la consommation d'énergie sous forme de l'ATP. Et merci, on a terminé le cours de mécanisme d'absorption de l'eau et des sels minéraux chez les plantes, et on va Inch'Allah rencontrer dans un nouvel cours qui concerne les